Bonjour, je suis au fond du jardin, ici, pour vous parler de micro-agriculture, de micro-ferme. On est au cœur de notre micro-ferme, vous voyez, c'est très intense, il y a des légumes partout, des fruits, des arbres, et c'est une agriculture jardinée. Notre rêve initial avec Perrine, c'était de faire une agriculture du soleil, qui tire son énergie du soleil, et pas des énergies fossiles. Parce que d'abord, on n'y connaît rien en mécanique. Dès qu'un tracteur nous voit, il tombe en panne. Et on est beaucoup plus à l'aise avec des outils manuels, vous voyez. Donc ceci explique cela. Ce type d'agriculture, il est caractérisé par une grande densité, une grande densification des végétaux. On a des arbres absolument partout dans les jardins. C'est un verger maraîcher. On a des cultures étagées qui tirent profit de chaque rayon du soleil. Pas un rayon du soleil ne tombe au sol sans avoir été capté par une feuille. On a des associations de cultures, on a des cultures qui sont extrêmement denses. Tout ça caractérise cette forme de micro-agriculture permaculturelle telle qu'on l'a développée ici au Bec et Loing, en s'inspirant de quelques-unes des formes d'agriculture réputées les plus productives qui soient. Je pense au micro-maraîchage nord-américain, à l'agriculture asiatique, aux maraîchers parisiens du 19e. Et la permaculture nous a permis d'assembler tout ça. Je dois dire que ça ne s'est pas fait en un an. On a beaucoup cherché et on continue à chercher intensément, avec une question quand même qui nous a un petit peu obsédés, c'est est-ce qu'on peut vivre de notre métier? Est-ce que c'est rentable économiquement de faire tout à la main? Aujourd'hui, en 2014, est-ce qu'on peut nourrir nos 4 enfants comme ça? Et les premières années, on n'y était pas du tout. On y est parvenu en assemblant tous ces éléments qui vont vous être décrits tout au long de cette série. Et en 2011, il y a eu un élément important, c'est qu'on a démarré une étude avec des agronomes, en particulier François Léger, d'AgroParisTech et de l'INRA, en partenariat avec ces organismes scientifiques. Une étude qui est soutenue par 9 fondations, dont la Fondation de France. Tout ça pour vous dire que c'est quelque chose de sérieux. Et on a modélisé 1000 m² au cœur des jardins. Et on a entrepris de quantifier tout ce qui rentre et tout ce qui sort de ces 1000 m² et de valoriser la production. Pourquoi 1000 m²? Parce qu'il nous semblait que c'était le maximum qu'on était capable de soigner vraiment efficacement à la main. Et les résultats ont été très encourageants parce que dès la première année, on s'est aperçu qu'on produisait sur ces 1000 m² autant de légumes que nos collègues avec tracteur sur 1 hectare. Et que finalement, et les résultats s'améliorent rapidement, on produit autant de légumes à l'heure que nos confrères avec un tracteur. Sauf qu'on le fait entièrement à la main. Et donc c'est quand même assez stupéfiant. En fait, c'est déjà ce qu'annonçait John Jevons dans les années 70 en Californie. John Jevons est le père de la micro-agriculture bio-intensive dont on s'est beaucoup inspiré. Donc c'était peut-être neuf en France, mais c'était déjà très éprouvé ce genre d'approche, par exemple aux États-Unis, depuis plusieurs décennies. Un autre Américain nous a énormément inspiré, c'est Eliot Coleman, qui est devenu un ami, qui a mis au point un merveilleux semoir de précision à 6 rangs, qui nous permet sur des bandes de terre qui sont des buttes permanentes aussi mais plates, donc on les appelle des planches plates. Ça nous permet de semer 12 rangs de petits légumes, donc très très denses. Là en l'occurrence ce sont des carottes qui sont associées avec des choux de Bruxelles. On aurait pu également y rajouter des radis. Donc on cherche à croiser tout un tas de facteurs positifs et on cherche à tirer parti de ce que la main humaine peut faire, que le tracteur est absolument incapable de réaliser. Donc le premier pilier, je dirais, de cette micro-agriculture, c'est prendre un soin extrême du sol. Le sol, c'est vraiment le fondement de notre activité. Et là, on voit qu'en concentrant nos soins sur des petites parcelles, le sol devient chaque année plus vivant, plus fertile. Deuxième pilier de cette micro-agriculture, c'est la densification que je viens de vous évoquer. On peut planter beaucoup plus serré sur des planches permanentes que nos confrères sur des grands espaces. Et troisième pilier, ce sont les associations de cultures. Par exemple, ces rhubarbes sous les arbres et au-dessus des carottes et des choux, etc. Voilà. Tout ça mis bout à bout, ça permet de réaliser une agriculture complètement différente. On recrée un véritable paysage comestible. Vous voyez derrière moi, tout se mange. Et l'ensemble va donner une micro-ferme à laquelle on peut associer des animaux et toute une variété de productions. J'aimerais bien maintenant vous parler des micro-fermes.
J'aime bien dessiner, alors si vous le voulez, on va aller dans l'éco-centre et je vous fais tout ça avec un petit dessin au tableau. Ça sera plus facile à visualiser. Merci. Actuellement, dans le monde agricole, à peu près tout le monde est persuadé qu'une belle grosse ferme vaut mieux qu'une petite ferme. Et un gros tracteur vaut mieux qu'un petit tracteur. Et je dirais même 2 tracteurs valent mieux qu'un seul. Voilà. Ça fait des décennies qu'avec l'industrialisation de l'agriculture, on est lancé dans une course au gigantisme à tout niveau, et qui a entraîné la disparition de centaines de milliers de fermes en France et la disparition de millions et de millions d'emplois dans le secteur paysan. Ce type de modèle, cette course au gigantisme, à la sophistication des moyens, nous semble condamné à moyen terme par la raréfaction du pétrole. Parce que inexorablement, les énergies fossiles vont être de plus en plus rares, de plus en plus chères. Et ce type de ferme grande, mécanisée, sophistiquée, est extrêmement dépendante, même totalement dépendante des énergies fossiles. S'il n'y a plus de pétrole, ce type d'agriculture s'effondre. Et on peut se demander qu'est-ce qu'on mange dans ce cas-là. Voilà. Alors comme on a tous l'intention de continuer à manger en 2050, eh bien, il est peut-être temps de commencer à imaginer dès aujourd'hui un autre type d'agriculture. Une agriculture qui dépend du soleil et plus du pétrole. Et c'est ce que nous cherchons à explorer ici au Bécquet-Louin, et d'où ce modèle de micro-ferme permaculturelle. Une micro-ferme qui va dans le sens de la vie, qui tire son énergie du soleil, ou de la force de l'homme, ou de la force de l'animal, mais qui ne dépend pas du pétrole, ou quasiment plus. Je vais essayer de vous faire quelques petits dessins pour que vous puissiez visualiser la différence extrêmement profonde entre une ferme mécanisée et une ferme permaculturelle dans laquelle on fait le choix de travailler à la main. Je parle bien de maraîchage biologique diversifié, c'est ce qui est notre principal métier, d'arboriculture, de petit élevage, de petits fruits, de plantes aromatiques, de ces métiers-là qui s'accommodent facilement de l'énergie humaine et qui peuvent facilement s'affranchir du recours au pétrole. Alors, quelle est la taille optimale pour une micro-ferme ? Ça peut aller de 200 mètres carrés. Si vous avez par exemple un bout de pelouse dans un pavillon en banlieue d'une ville ou dans une ville et que vous souhaitez devenir paysan à temps partiel, vous pouvez tout à fait cultiver extrêmement intensément votre pelouse, la transformer en un super jardin généreux et productif et devenir paysan 2 jours par semaine à temps partiel. Voilà. Et puis ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 hectares. Il n'y a pas une norme stricte pour la taille de la micro-ferme permaculturelle. Pour notre petite démonstration, on va partir sur 1 hectare. 1 hectare, d'abord, c'est un chiffre rond, c'est facile. C'est une taille intéressante parce que ça me paraît relativement équilibré, ni trop petit, ni trop grand. Et puis aussi, c'est intéressant parce que 1 hectare, c'est la surface qui est jugée comme le minimum nécessaire pour installer un maraîcher bio mécanisé. Dans la profession, actuellement, on dit qu'il faut 1 hectare pour un maraîcher minimum. Si on en a 2 ou 3, c'est mieux. Alors, je vais vous dessiner une ferme biologique mécanisée d'1 hectare. Donc, un paysan, un tracteur, des légumes. On va partir du principe que notre agriculteur est sensible à l'agroécologie, donc il va entourer sa parcelle de haies. Voilà. Mais pour le reste, il n'a pas beaucoup de latitude. Il va être obligé avec son tracteur de cultiver à peu près toute la surface. Bon, on va faire la barrière ici. On va imaginer qu'il a quand même un hangar pour abriter son matériel, stocker ses cultures, peut-être son bureau. Il va avoir une serre, ou plusieurs, bien sûr. Donc généralement, on considère que on va couvrir à peu près 10% de la surface totale. Donc généralement, un maraîcher qui est tout seul à son compte a au moins 1000 m² de serre, entre 1000 et 2000 m², mettons. Et puis pour le reste, eh ben, avec son tracteur, il va travailler ses terres. Je ne suis pas très doué pour dessiner les tracteurs. Voilà.
Normalement, c'est rouge, ces bêtes-là. Voilà. Donc, le reste va être cultivé avec travail du sol, généralement. Et on a des grandes bandes de culture qui vont couvrir à peu près toute la surface restante. Sur 1 hectare de terre cultivée, on estime que déduction faite des chemins, des passages de roues, de l'espacement entre les rangs qui est nécessaire pour les lames et les sarcleuses, etc., on a en fait 7000 m² effectivement cultivés. 1 hectare, pour les ex-cancres comme moi, ça fait 10 000 m², voilà. Dont 7 000 m² cultivés. Alors, c'est très difficile d'entretenir soigneusement une aussi grande surface quand on est tout seul. Donc, généralement, on a à l'arrière des tracteurs une dérouleuse de bâche, et puis on va couvrir de bandes de plastique, des grandes bandes de culture, sur lesquelles on va implanter nos légumes. Voilà. Donc, forcément, de par la présence du tracteur, on a un milieu qui est quand même très artificialisé, même en bio, un sol qui est largement à nu, donc qui va avoir tendance à s'appauvrir, une ferme qui est pas ou peu autonome en matière organique, parce qu'il y a une dégradation de la fertilité avec le travail du sol. Donc, même si on a recours aux engrais verts, c'est ce qui est très souhaitable, cette ferme est quand même tributaire de ressources extérieures pour maintenir sa fertilité, acheter des engrais ou du compost, etc. Donc, c'est un modèle qui est un petit peu bancal d'un point de vue écologique. Maintenant, on va dessiner une micro-ferme permaculturelle de la même taille, et vous allez voir à quel point ce sont des modèles extrêmement différents d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue pratique. Alors, on reprend notre hectare, exactement le même région, même sol, et on va voir tout ce qu'il est possible de faire quand on choisit de travailler à la main. L'étude que nous menons avec AgroParisTech et l'INRA depuis 2011 met en évidence des résultats assez surprenants. Elle met en évidence le fait que, en travaillant complètement à la main avec cette approche extrêmement intensive que nous développons ici au Bec et Loing, on arrive à produire autant de légumes sur 1000 m², donc 1/10 hectare, que nos confrères sur 1 hectare avec leur tracteur. Alors, petite précision, je parle bien de 1000 m² cultivés. Donc là, il faut que je rajoute mes allées, mes petits chemins. Je n'ai pas de passage de roue puisque je n'ai pas de tracteur. Donc, on va prendre le même ratio de 30%. On va dire que mon jardin maraîcher, il fait 1300 m² cultivés et il produit autant de légumes que nos collègues sur 1 hectare. Ça peut être une valeur assez importante quand même, d'après les résultats de notre étude. Donc, on va le dessiner là, par exemple, voilà, ma parcelle maraîchère, à peu près un bon 1/10 de la surface totale. 1300 m², sur lequel j'aurai également une serre, etc. Si je le souhaite, ce n'est pas une obligation. Ce qui est absolument extraordinaire avec cette approche, c'est que je libère potentiellement les 9/10 de mon terrain. Je libère pratiquement 9000 m². Et ça, je trouve que c'est une des plus belles perspectives qu'offre cette micro-agriculture permaculturelle, c'est de libérer de l'espace. On concentre les cultures et du coup, on libère quasiment l'essentiel du terrain. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet espace? Je dirais qu'on va en premier lieu planter des arbres. On va le dédier à des arbres. Parce que l'agriculture permaculturelle, c'est une agriculture qui donne vraiment la priorité aux arbres, aux plantes vivaces, aux plantes pérennes. Cultiver des plantes annuelles, quelque part, c'est une aberration. Dans les écosystèmes naturels, les plantes annuelles sont une exception. Et les plantes vivaces, pérennes, c'est-à-dire les plantes qui restent plusieurs années en place, voire des décennies, comme les arbres, représentent jusqu'à plus de 99% des végétaux. Et pourtant, nous, notre nourriture dépend exclusivement, ou presque exclusivement, de plantes annuelles. Donc, dans notre perspective permaculturelle, on va accorder la majeure partie de l'espace pour des arbres. Alors, dans un design, on va se faire un petit design rapide là, de notre micro-ferme.
Dans un design permaculturel, on tient très compte des secteurs, on l'a vu. Donc le soleil est là, on va décider que le sud est là. Et les vents dominants, ils sont de secteur ouest-nord-ouest. Donc on va imaginer qu'on est en climat océanique et que les vents viennent de l'ouest. Donc on va implanter par exemple une forêt-jardin pour s'abriter des vents du côté des vents dominants et ainsi favoriser un microclimat. Donc par exemple là, voilà. Une belle forêt-jardin qui va nous produire une abondance de fruits, de petits fruits, de plantes aromatiques, de champignons, héberger peut-être des poules. Voilà. On va continuer à fermer notre terrain avec des haies. Alors là, des haies fruitières, des haies fourragères. On aime beaucoup ici les arbres têtards, ce qu'on appelle les trognes. Vous savez, ces arbres taillés. C'est une conduite des arbres qui vieillent de milliers d'années et qui est absolument géniale parce que ça fait des arbres qui sont très beaux et qui donnent une abondance de bois de chauffage. On peut les tailler tous les 10 ans à peu près. Voilà, c'est un abri pour la faune. Et donc, on a déjà fermé notre terrain, on commençait à créer un microclimat intéressant. Tellement intéressant que notre maraîcher décide, avec sa douce, d'y construire sa maison, donc, ou tout seul, hein, s'il préfère. Donc, voilà, un petit habitat écologique avec une petite serre adossée à la maison, côté sud. Et pourquoi? Parce que cette petite serre va économiser à peu près 2 mois de chauffage par an à la maison et elle va être hors gel tout l'hiver grâce à la chaleur qui est diffusée par la maison. Donc c'est absolument génial pour démarrer ces plants. En plus, on les a sous les yeux, on les surveille bien. Donc voilà, notre petit maraîcher qui est là avec sa famille ou notre maraîchère, enfin bref, ou ça peut être une communauté, peu importe, mais c'est un lieu où il fait bon vivre. C'est un lieu, c'est une ferme qui est le support d'un art de vivre, plus qu'un outil de travail encore. Et puis, on va mettre de l'eau, parce que dans un design permaculturel, on cherche toujours à avoir de l'eau. Donc, une belle mare, par exemple, au sud du jardin, c'est intéressant parce que les rayons du soleil s'y reflètent et viennent contribuer à renforcer le microclimat. Et puis, on va mettre d'autres mares en d'autres espaces. D'autres arbres, il nous reste de la place. Donc, un beau verger d'arbres haute tige, par exemple, le fameux pré-verger traditionnel, avec des pommiers ou des poiriers, où on peut mettre des dizaines et des dizaines d'arbres dans cette configuration, en plus de nos cultures maraîchères. Vous remarquez, je les dispose en quinconce parce que ça permet d'en mettre davantage. Voilà. Donc là, à terme, on va récolter plusieurs tonnes de fruits en plus de nos légumes. Sous les arbres, il y a de l'herbe, donc on peut avoir des animaux. On va se mettre des animaux. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un pré-verger? Ça peut être toutes sortes de petits animaux, je dirais des moutons. Ça peut être un âne si on est intéressé par la traction animale et qu'on décide d'avoir une petite parcelle de légumes en traction animale. Ça peut être bien sûr des poules, etc. Petits fruits, c'est très intéressant. On va peut-être faire une haie de petits fruits tout autour de notre jardin maraîcher. Dans le jardin maraîcher lui-même, on peut faire un verger maraîcher, donc avoir des arbres à faible développement, avec un feuillage assez léger, comme des poiriers ou des pêchers. Très intéressant, système du verger maraîcher. Ici, tous nos jardins sont plantés. Et puis, il nous reste encore de la place. Donc là, allez, je verrais bien une parcelle d'arbres basse-tige. Donc, facile à cueillir. Voilà. Allez, en quinconce, toujours.
On met des arbres partout, c'est-à-dire qu'à la limite, 10 ans après la création de la ferme, vu du ciel, on ne voit guère qu'une canopée d'arbres fruitiers. Et tout se mange. On crée vraiment un paysage comestible, ce qu'on appelle en permaculture un paysage comestible. Sous notre petit pré verger là d'arbres bastiges, eh ben, on peut tout à fait avoir une basse-cour abondante, hein, des poulettes ou des porcs aussi, hein, qui vont aller gratter, fertiliser sous les arbres fruitiers. Alors tant qu'à faire, on va leur faire un petit poulailler. Voilà, un petit poulailler là. Voilà. Si on veut compléter notre système, eh ben, on va mettre des toilettes sèches, bien sûr, toilettes sèches indispensables pour boucler les flux de la matière organique. Et puis on va mettre des ruches. Allez, les ruches à l'orée de la forêt, elles vont se plaire. C'est une approche, vous voyez, très créative de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il n'y a que notre imagination qui nous limite. Et puis bien sûr les contingences du lieu, mais dans la mare, on va planter une abondance de roseaux. Dans les milieux lagunaires comme ça, peu profonds, c'est toujours là que les végétaux poussent le plus vite. Et les roseaux, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça fait à la fois une source abondante de biomasse pour fertiliser le jardin, pour nourrir les animaux. Ils sont aussi comestibles par les humains. On peut imaginer avoir un élevage de carpes. Les carpes communes ne demandent aucun intrant. Ce n'est pas un poisson extrêmement savoureux, mais par contre, il est très autonome. Et on estime que 1 mètre carré de mare donne 1 kg de poisson par an avec aucun intrant. Ça fait quand même une source gratuite de protéines intéressante. La vase des mares aussi est très riche. C'est un super fertilisant pour le jardin. Donc vous voyez, on a créé, on pourrait rajouter encore d'autres éléments, mais je vais m'arrêter là. On a créé un milieu extrêmement diversifié sur lequel on peut avoir une diversité de production remarquable. On a bien sûr nos légumes, on a également une abondance de fruits partout, une abondance de petits fruits, on a des plantes aromatiques, des champignons, des petits animaux, du petit élevage, etc. etc. On peut tout à fait imaginer un atelier de production, de transformation, où on va faire des confitures, des châtenets, des sirops, sécher des plantes aromatiques, si possible avec un séchoir solaire, tirer la quintessence de ce que la nature nous donne généreusement. Donc ce milieu devient une véritable oasis de vie qui peut procurer du travail à plusieurs personnes, un couple, mais même 3, 4 personnes, comme c'est le cas ici au Bec et Loing sur 1 hectare. Et le fait d'avoir diversifié notre production, outre les revenus qu'elle génère, sécurise ces revenus. Si on a une année qui est catastrophique pour les fruits, c'est pas grave, on a les légumes, et puis les animaux, et puis tout le reste, voilà. Donc ça nous donne une sécurité accrue, on n'a pas tous nos œufs dans le même panier. Et puis d'un point de vue écologique, ce type de micro-ferme permaculturelle est extrêmement intéressant, parce qu'on tire la quintessence des services écosystémiques. Il ne faut pas croire que parce qu'on décide de se passer de pétrole, on se passe d'énergie, pas du tout. On a l'énergie du soleil qui peut être stockée dans les sols sous forme de matière organique, parce que dans cette perspective-là, on crée du sol. La teneur en matière organique d'un agro-écosystème comme ça, la teneur des sols en matière organique va augmenter d'année en année. La matière organique, c'est de l'énergie solaire qui est concentrée dans les sols. Et donc les sols vont être de plus en plus vivants, de plus en plus fertiles, avec de plus en plus de bactéries, de champignons, de vers. Donc on amorce, si vous voulez, un mouvement de fertilité qui va aller en se déployant d'année en année. C'est ça, en fait, tirer parti des services écosystémiques. C'est aller dans le sens de la vie et chercher à favoriser l'épanouissement des forces de vie de notre petit territoire. Et du coup, après, même si le rapport au temps est différent, même s'il faut plus de temps, eh bien, tirer profit de ça, de cette intensité de vie qui s'installe.
La biodiversité est importante dans un milieu comme ça. On a une présence de la faune et de la flore de plus en plus abondante, on le voit bien d'année en année. Donc on a un équilibre naturel qui s'instaure entre les ravageurs et leurs prédateurs. Donc finalement, ce milieu devient auto-fertile parce qu'on a une abondance de matière organique, de sources de matière organique différentes. On a tout ce qui vient des arbres, de la forêt-jardin, la taille des haies, etc., qui peut être utilisé sous forme de bois raméal fragmenté, de BRF. On a l'herbe, la biomasse de la strate herbacée, on a les déjections des animaux, on a les roseaux, la vase des mares, les toilettes sèches, etc. Donc du coup, cette ferme va devenir au fil des ans auto-fertile, autonome. Elle va produire elle-même sa fertilité. Donc on est dans un système qui va, d'année en année, s'aggrader, aller vers le mieux, s'améliorer. Et ce qui est formidable avec ce type d'agriculture permaculturelle, c'est que le temps joue pour nous. On n'appauvrit pas la terre, au contraire, on l'enrichit. Et ce type de ferme, finalement, est bon pour les humains qui y vivent et qui s'y trouvent bien, qui habitent une sorte de petite oasis de vie qui peut devenir une sorte de jardin d'Éden lorsqu'il est amoureusement soigné. C'est bon pour les consommateurs qui bénéficient de produits très sains et généralement très savoureux. C'est bon pour la faune et la flore sauvage du lieu. C'est bon pour les paysages qui sont réhabilités, renaturés. C'est bon pour les sols qui s'enrichissent. C'est bon également pour le climat parce qu'il y a une séquestration de carbone dans les sols et dans les arbres. Donc cette ferme contribue à sa petite mesure à la stabilisation du climat mondial. Et donc finalement, c'est bon à tous les niveaux pour les humains et pour la planète. Et je suis profondément persuadé du fait que chaque petite ferme permaculturelle, c'est une sorte de point d'acupuncture, c'est une sorte de point de guérison de la planète. Guérison des humains, parce que cette ferme produit beaucoup plus que de la nourriture. Elle nourrit, je dirais, tous les étages de l'être humain, nos corps, nos émotions, même notre âme par la beauté qu'elle génère et l'intensité de vie. Et puis c'est bon aussi pour la planète, c'est bon pour tous nos compagnons de voyage, les plantes et les animaux, et pour l'équilibre général de la biosphère. Donc ce type de micro-ferme, de micro-agriculture permaculturelle, ça peut être la solution pour nourrir l'humanité de demain. Ce qui est intéressant également de noter, c'est que ce n'est pas un retour au passé, même si par bien des côtés, ce type de ferme rappelle les fermes d'autrefois. Ce n'est pas un retour au passé parce que l'agriculture d'avant l'ère industrielle n'était pas forcément toujours si productive que ça. Elle n'était pas d'une grande efficacité d'un point de vue production. Elle demandait énormément de travail aux paysans qui y travaillaient. Ce type de ferme permaculturelle tire profit à la fois du meilleur des différentes traditions, mais également de tout ce qu'on a appris sur la nature et dans les sciences du vivant depuis 50, 60 ans et plus. On vit une époque quand même assez fabuleuse où nos connaissances en biologie doublent tous les 5 ans. C'est-à-dire qu'on a un capital cognitif extraordinaire qui connaît une croissance exponentielle. Et ça, c'est quand même fabuleux parce que comme le cœur de notre démarche, c'est d'aller dans le sens de la vie, il est très important de comprendre le fonctionnement de la vie. Et la science contemporaine, les sciences du vivant, la biologie des sols par exemple, les sciences de l'écologie, viennent nourrir cette démarche. Donc finalement, ce type de modèle-là est très autonome en énergie fossile, c'est très économe en moyens techniques. Il n'y a pas du tout besoin d'outils sophistiqués, de grosses machines, de machins compliqués qui tombent en panne et qui sont énergivores. Pas du tout. C'est quelque chose de très simple et de low-tech sur le plan des technologies. Par contre, il s'agit véritablement d'une agriculture de la connaissance, d'une agriculture de l'intelligence. Ça ne veut pas dire que les paysans qui vivent ici sont plus intelligents que les autres, pas du tout. Mais par contre, ils ont besoin d'une grande connaissance de la nature pour faire fonctionner au mieux cette petite oasis de vie. L'agriculture de demain, c'est une agriculture où on va remplacer l'intensité du travail qui caractérisait les fermes d'avant l'ère industrielle et où on va remplacer l'intensité d'énergie qui caractérise les fermes de l'ère industrielle par de la connaissance, de l'intelligence, de la conception. Et un système comme ça bien conçu est naturellement
et essentiellement grâce à l'énergie du soleil, extrêmement productif, et ce, dans la durée. Donc, Perrine et moi pensons que ce type de micro-ferme offre un potentiel absolument extraordinaire et finalement extrêmement neuf pour nourrir l'humanité de demain. Cette série de films met en image notre livre « Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes ».